Jean Talon a établi une première brasserie qui se veut une brasserie semi-industrielle grâce à de l'équipement qu'il a aperçu à Rochefort et que l'intendant de Rochefort avait dans ses entrepôts et qu'il a envoyé le chaudron du brasseur, etc. Donc, grâce à cette importation qui ne lui coûte rien, Talon arrive à établir une brasserie et Talon, en 68, adopte un règlement au Conseil souverain disant qu'on devra désormais boire de la bière, donc de sa brasserie. Talon, dont l'objectif ultime est l'autonomie de la colonie, ambitionne une production de 4000 barriques. Il espère ainsi épargner les 100 000 livres que le vin et l'eau de vie soutirent à la colonie à chaque année. Il voulait en même temps empêcher que les colons fassent venir du vin de France qui faisait sortir de l'argent de la colonie. Okay, donc, ils consomment de la bière ici et puis que l'excédent soit échangé directement aux Antilles contre du sucre ou d'autres matières premières. Avec la brasserie, on pense exploiter les céréales, principalement l'orge. On veut développer du houblon, l'agriculture. Pompon la bière et pompon la guimard, la bière en petite chaudière, on en boit pas souvent. Pompon la bière et pompon la guimard, la bière en petite chaudière, on en boit pas souvent. L'agriculture, ben, c'est de faire venir des colons qui vont exploiter les terres, qui eux autres vont pouvoir vendre leurs denrées au marché à Québec, dont le principal pour l'orge devient la brasserie. La brasserie de Talon, est-ce que c'était rentable? La brasserie de Talon était probablement rentable puisque les frais d'investissement étaient nuls. Tout était payé par le roi. Alors quand on a quelqu'un d'autre qui paye tous les frais d'infrastructure, normalement on peut dégager un profit. Cependant, Talon avait des visées beaucoup trop importants il pensait une production de plusieurs milliers de barriques par année. Or, la possibilité de consommation de la population était bien inférieure. Il restait avec des stocks invendus, puis l'argent n'est pas rentré comme il pensait. Cependant, les colons en Nouvelle-France n'ont pas trop le goût à la bière. C'est un goût qui va leur revenir plus tard, et la brasserie ne fait pas long feu, à défaut d'avoir vraiment des consommateurs. D'ailleurs, après Talon, il ne s'est pas passé grand-chose au niveau brassicole jusqu'à la conquête.
province de Québec en 1759, des vagues successives d'immigrants britanniques vont déferler sur le nouveau continent. Tous ces nouveaux arrivants emportent avec eux leurs traditions. Très rapidement, le commerce de l'alcool est rétabli dans la colonie. Graduellement, le rhum supplante la peau de castor comme devise stable du commerce. Ce sont les grands marchands, importateurs ou exportateurs, qui deviendront les premiers producteurs d'alcool au Canada. En étant grands marchands, ils ont des marchés et des ententes de partenariat et d'associations avec des gens d'affaires qui sont établis dans d'autres colonies. Alors, ils établissent des liens d'échanges commerciaux. Ils essaient, en amenant ici de la mélasse, de produire un rhum local. Dès 1776, Colin Drummond s'associe à Jacob Jordan et construit dans la basse ville de Québec la première distillerie canadienne. De 1767 à 1780, il exploitera cet établissement-là, parfois avec difficulté. Il devra faire appel à des experts qui viennent des États-Unis pour faire son rhum, mais il parviendra quand même à bâtir une entreprise qui est solide, qui sera reprise par la suite lorsque Drummond décédera en 1780, va être reprise par James Grant. C'est John Young qui prend la relève de James Grant. En 1790, il transforme la distillerie Saint-Roch en brasserie et ouvre une nouvelle distillerie à Beauport, de même qu'une autre à Montréal, pour y fabriquer du whisky. La capacité de production de son entreprise est de 400 000 gallons. Lorsqu'on compare les établissements en termes de dimension pour la même période, on peut voir que c'est hors norme. C'est énorme et l'investissement que fait Young à cet endroit-là est de 15 000 livres comparativement à quelques centaines de livres pour Molson à Montréal à la même période. 15 000 livres à cette époque-là, c'est du gros investissement. Et pour le faire, il va chercher des associés en la personne des fils de James Grant, de la famille Hensley. C'est aussi des liens d'affaires, mais aussi des liens de famille. Aussi, il fournit des garnisons, principalement, jusqu'à Fort Michilimackinac. On parle aussi de Détroit. On pense toutes les compagnies avec McTavish, la compagnie de la baie du Son. À cause de la rareté des devises, les échanges commerciaux se font le plus souvent encore sous forme de troc. L'alcool que l'on peut transporter et conserver facilement sert souvent de monnaie d'échange. À cette époque-là, la plupart des choses sont payées en nature. Il faut s'entendre sur le concept de nature qui n'est pas la même définition que celui d'aujourd'hui, mais on paye avec des poules, avec des choses en échange. C'est du troc, en fait. À propos d'échange, voilà un très bel exemple. Ça se passe à Sherbrooke en 1825. Il s'agit d'acheter un hôtel. Et cet hôtel va être acheté par Otis et Ira King pour le montant de 4000 gallons de whisky. Le gallon de whisky étant donc la monnaie d'échange pour acheter un lieu où de toute façon on va pouvoir écouler bien des boissons alcoolisées. Au début du 19e siècle, l'économie de la colonie, auparavant centrée sur le commerce des fourrures, se diversifie. L'industrie de l'alcool est le fer de lance de cette nouvelle effervescence. Rapidement, la population s'accroît grâce à l'apport de nombreux immigrants. Le nombre d'habitants sera multiplié par 10 au cours du siècle. Et c'est effectivement avec la venue d'immigrants qui viennent de différents pays, des pays d'Europe de l'Est par exemple, de l'Allemagne, la République tchèque et tout ça, des bohémiens. Ces gens-là apportent d'autres façons de consommer la nourriture aussi. Ils amènent avec eux leur propre goût en matière de bière aussi. Donc, c'est des clientèles, on pense aussi aux Irlandais, qui sont très nombreux dans les années 1840, et puis qui sont des grands amateurs de bière aussi. Donc, parmi les populations irlandaises, il va y avoir effectivement des membres de cette communauté-là qui vont travailler dans les brasseries, qui vont constituer une main-d'œuvre importante, au même titre que la population germanique ici qui arrive après les années 1840, qui vont s'installer et commencer à produire des bières de tradition allemande. À Montréal, on compte déjà en 1827
14 brasseries et 26 distilleries. 4 ans plus tard, ce nombre passe à 56. L'exploitation de ces entreprises est souvent une affaire de famille et de relations. On parle de la famille Dawes, qui est installée à la Chine. On parle de 4 générations qui se sont succédées, qui ont brassé de la bière pendant plus de 130-140 ans. On parle de la famille Eckers, qui est installée sur la rue Saint-Laurent, qui avait au moins 3 générations de brasseurs de bière. Il y a eu la famille Bourne, qui est installée et à la Prairie, et à Montréal, et à Saint-Jean aussi. Qui étaient aussi des frères associés, les frères de Mers qui sont à Chambly aussi. Donc, il y a beaucoup de familles. La famille Williams, on a 3 générations de brasseurs aussi. Donc, il y a beaucoup de familles de brasseries, de familles qui sont propriétaires de brasseries sur une longue période. Chacune de ces brasseries-là vont faire travailler, vont donner de l'emploi à 4, 5, 6, 10, 15 personnes, peut-être dans certains cas 30 employés, qui travaillent directement à la production de la bière. Mais ça, c'est des emplois directs, mais en parallèle, il y a des emplois qui sont reliés à la brasserie, mais qui sont indirects. Alors, on a besoin d'avoir des forgerons pour faire les chevaux, on a besoin d'avoir des charrons pour réparer les charrettes, on a besoin de menuisiers pour réparer les caisses, pour prévoir tous les travaux de charpente dans les bâtiments. On a besoin de maçons pour la construction de bâtiments. On a besoin de plombiers pour tout ce qui est robinetterie, tuyauterie, de tonneliers, une foule de métiers qui sont adjacents, qui sont nécessaires à la production de la bière. On ne parle pas des agriculteurs non plus, qui mobilisent toutes leurs ressources humaines, leur énergie à produire des grains qui sont des grains d'orge ou de blond qui sont la matière première à la production de bière. Donc, ça fait travailler énormément de personnes. La société Jack Daniels n'employait que 6 maîtres distillateurs. La satisfaction au travail n'a jamais été un problème. Le whisky du Tennessee, Jack Daniels. Cette route de fer a contribué à bâtir le pays. Elle traverse le Canada d'un océan à l'autre. Par tous les temps et à travers tous les paysages, ces trains ont transporté hommes, marchandises et rêves. Leur histoire fait partie des grandes épopées de notre temps. Histoire de train, lundi au vendredi 18h sur Historia. Quand un père n'a plus le choix. Mon fils se meurt et j'ai pas un sou si je remplis pas les conditions, qui les remplira? On doit prendre les grands moyens. Cet hôpital a un nouveau patron. Je veux que le nom de mon fils apparaisse sur la liste d'attente. Écoutez, John, ça va mal se terminer. La police fait tout en son pouvoir pour préserver la vie de ses otages. Et à 5h15, Franck, dis-moi ce qui va m'arriver. C'est un gentil garçon. Vous l'aimeriez bien. Denzel Washington, gagnant d'un Oscar. Allez-y, tirez. John Hughes. Dès le 15 février, consultez le Journal de Montréal. On vous a choisi car nous croyons que vous n'avez pas peur de vous investir. Tout à fait. Parlant d'investir, le 35 000 que vous offrez, c'est en salaire ou en REER? En salaire. OK. Parce que c'est bien beau les fleurs et tout, mais l'idée de faire la job, c'est de pouvoir arrêter au plus vite. Hein? Moi, à 55 ans max, je ne veux plus vous voir personne. Fait que quand est-ce que je commence? Qu'on en finisse? Votre retraite vous préoccupe? Rencontrez votre conseiller de la Banque de Montréal et profitez. C'est censé être drôle?
Dessiné pour l'aventure dans la vraie vie, voici le tout nouveau et plus puissant CR-V de Honda. Le capital et la fourmi. La fourmi ayant épargné toute sa vie sera fort bien pourvue la retraite venue. Grâce au REER à taux progressif Placement Québec et à ses taux avantageux fixés pour 10 ans. Par le gouvernement du Québec, son capital est garanti pleinement. Faites le 1-800-463-5229. Placement Québec. C'est dans notre intérêt. À tous. On ne manque pas de bière non plus à Québec. Les brasseries se multiplient. On y retrouve entre autres la brasserie du Cap-Diamant, la brasserie de Kirouet, la brasserie Champlain, la Rock Spring, la brasserie de Thomas Wilson, de Racy et celle de Boswell. Le foisonnement des brasseries à Québec, c'est autour de 1850. Il y avait, je pense, une douzaine de brasseries dans 1 km². À Québec, sur la rue Arago, il y a une église. Et il y a des parties de l'arrière de l'église qui appartenaient à l'ancienne brasserie Foxhead en activité de 1890 à 1920. Et avant la Fox, ça a été la distillerie de la famille McAllen. Et il y en a eu d'autres encore avant. Non, mais pourquoi tout ce monde-là s'installait-il là? C'est parce que là, il y avait une source d'eau naturelle qui coulait du Cap. Même que dans les années 40-50, on a construit une grotte et on a dit au monde que la source était miraculeuse. Bon, je vais être honnête avec vous autres. Pour les miracles, là, côté paralytique qui marche et aveugle qui voit, on n'est vraiment pas sûr, mais il y a au moins un miracle dont on a la preuve absolue, et c'est le miracle de l'eau changée en bière et en whisky. Parmi les brasseries qui feront des miracles, mentionnons la brasserie Boswell. M. Boswell arrive à Québec en 1844. Il vient d'Irlande, alors c'est un brasseur déjà irlandais. Il s'installe ici sur la rue Saint-Paul, où il loue une petite brasserie. Ça s'appelle la brasserie Anchor. Et puis, à ce moment-là, ses affaires vont très bien. Et puis, il sait qu'il songe à déménager parce que c'est trop petit. Donc, en 1852, il va s'installer sur le site du Palais de l'Intendant. C'est la plus grosse brasserie à Québec. Puis ici aussi, c'est la dernière qui va fonctionner dans la ville de Québec. Ça va être la plus grande au Québec pendant un grand bout de temps. Puis quand toutes les autres vont avoir fermé, elle va continuer. C'est autour de 1830 que le clan Boswell s'associe à la famille McCollum. Cette association-là va servir aussi ultérieurement à mettre à terre d'autres établissements qui vont tenter de se partir. Ce sont les deux grandes familles, mais il y en a d'autres et pour empêcher le marché de se développer et sortir de leurs mains, ils vont conclure des ententes entre brasseurs pour fixer les prix. Fixer les prix de la bière, mais aussi de fixer les prix des ouvriers pour empêcher que les ouvriers changent d'établissement. Quand M. Boswell va être assez âgé, ses fils vont prendre la relève. Et puis, quand National Breweries va prendre la brasserie Boswell, à ce moment-là, ses fils vont rester sur le conseil d'administration et vont continuer à faire la même chose qu'ils faisaient, sauf qu'ils ne seront plus propriétaires du tout. Les installations de la brasserie Boswell fabriqueront par la suite une des bières les plus populaires au Québec, la bière d'Ao. Parmi toutes les entreprises démarrées au Québec au 19e siècle, la plus célèbre et qui existe encore aujourd'hui après 225 ans est celle qui a été créée par John Molson. En 1782, John Molson arrive à Montréal pour la première fois. Il travaille alors quelque temps pour une brasserie qui appartient à un monsieur Thomas Lloyd. Rapidement, il prête de l'argent à Lloyd, dont il devient l'associé.
Lorsque Lloyd connaît des difficultés financières en 1784, Molson achète la brasserie et en devient l'unique propriétaire. Il se rend par la suite en Angleterre pour y prendre possession d'un héritage et revient à Montréal en 1786 avec de l'équipement et du capital pour développer sérieusement son entreprise. Et là, quand il débarque ici en 1786, après avoir été en Angleterre, régler tous ses papiers, puis être revenu avec de l'équipement de brassage ici pour commencer son entreprise de brassage, il possède une fortune évaluée, sommairement environ 10 000 livres sterling. À cette époque-là, 10 000 livres, ça représente une fortune considérable. Si on voit qu'on est capable de louer un logement décent pour l'équivalent de 6 pence par mois. Donc, 10 000 livres, monsieur devait être millionnaire à l'époque, sans aucun problème. Donc, il est innovateur, très ingénieux. Il possède du capital, l'accès à du capital. Alors, tout est possible à ce moment-là dans un pays qui est neuf. Là. Il ne veut pas investir à trop long terme. Il écrit en Angleterre, « Je ne vais pas faire du commerce de la fourrure. Les rentrées sont trop longues par rapport aux investissements. » Il écrit, « J'ai acheté aujourd'hui 8 ou 10 boisseaux d'orge de M. Untel, commencement on the great stage of the world. Mes débuts sur la grande scène du monde. » En 1817, John Molson produit plus de 50 millions de bouteilles de bière par année. Il est le chef de file de l'industrie brassicole au pays. Il a des édifices, des véhicules, des animaux. Toutes ces opérations sont intégrées verticalement et horizontalement, de la matière première jusqu'au produit fini. C'est un géant en Amérique du Nord. Mais dans le quotidien, il a l'air de quoi? On le sait. On le sait par un monsieur Darwin, chroniqueur et marchand, dont le magasin est situé juste en face de la brasserie Molson. J'avais l'occasion de voir John Molson tous les jours, debout devant l'entrée, chaussé de ses sabots avec sa casquette bleue et ses pantalons gris, interpellant tous les habitants venant de la campagne qui portaient leurs grains au marché de la ville. Ça veut dire que même à la tête d'un empire, John Molson essayait à chaque matin de convaincre chaque cultivateur de lui vendre directement son grain pour éliminer un intermédiaire. Comme disait ma grand-mère, c'est avec des scènes qu'on fait des piastres. Là, il va entraîner les cultivateurs à cultiver l'orge. Il semblerait que les cultivateurs ne cultivaient pas l'orge. Alors là, il leur avance le grain et payable à 2 pour 1. C'est-à-dire qu'il avance, disons, 10 livres de grain et le paysan va lui remettre 20 livres d'orge. Le concept de la brasserie à l'époque est plus attaché à la terre qu'il l'est aujourd'hui. Parce que la terre et la brasserie et la ferme sont deux entités indissociables. On a besoin de la ferme pour donner les grains pour produire la bière et les résidus du brassage vont servir à nourrir le bétail et retournent de la terre à la terre et retournent à la terre encore une fois. Alors, on vend aussi la levure aux boulangers, aux distilleries, on vend les drèches aux cultivateurs. Alors, on a une entreprise là, qui est intégrée dans différents secteurs. Rapidement, la famille Molson, eux autres, vont pouvoir capitaliser beaucoup d'argent. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Donc, quand on vend de la bière à un aubergiste, un tavernier, un tenancier de cabaret, lui va prendre cette bière-là, il va la revendre à un consommateur, un client, lequel client va payer en argent liquide. Alors, on paie en espèces. Alors, à une époque où l'espèce est rare, les aubergistes, eux, vont accumuler des dépôts en argent, puis ils vont se retourner de bord pour payer les brasseurs. Il fait manifestement beaucoup d'argent parce qu'on va le voir investir très rapidement dans d'autres secteurs. Il est propriétaire de terrains, il a des maisons.
qu'il loue à ses employés principalement pour s'assurer de se faire payer. S'il ne paye pas les employés, bien, on va saisir le salaire. Il loue des maisons à des militaires, les propriétaires de différentes maisons qui louent aussi à des militaires, à des gens qui sont fortunés. Il prête de l'argent. Il possède aussi différentes tavernes à Montréal pour assurer leur approvisionnement. Pour faire de la bière, j'ai besoin d'orge. J'achète des terres et j'en fais pousser. Besoin de tonneaux. Je pars ma tonnellerie. Besoin de métal pour mes équipements. Je crée ma fonderie. Besoin de transport. Chantier naval. Et je mets en service le premier bateau à vapeur. Ma propre ligne de chemin de fer. Ma belle maison. Un hôtel. Un théâtre. Ma propre banque. Et ma propre monnaie. Ben, coudonc. Il me reste juste à me lancer en politique. Oh, attends, on prendra pas de chance. John Molson se lance en effet en politique et est élu député de Sainte-Marie. Il sera plus tard nommé membre au Conseil législatif du Bas-Canada. On le retrouvera siégeant sur une multitude de conseils d'administration et de bureaux de direction. Le General Hospital, la Banque de Montréal, la Société agricole, la Banque du district. Il y a des concurrences. Les frères Handyside, par exemple. Les frères Handyside sont à Long Point ici. Et c'est des concurrents importants, mais les Molson vont les acheter. Thomas et William vont acheter Handyside très rapidement. Il y a d'autres brasseurs. Et là, ils vont parfois s'allier avec les brasseurs dans des ententes de cartel qui sont illégales, mais c'est des ententes par lesquelles on dit on ne baisse pas les prix, on ne fera pas de guerre de prix entre nous, on se partage le marché, etc. Donc on ne se fait pas de concurrence. Ça, c'est des ententes et en général, c'est William Molson qui négocie ces ententes-là avec les autres distillateurs et les autres brasseurs. Les trois fils Molson vont graduellement s'impliquer dans l'entreprise familiale. John Jr. s'intéresse au chemin de fer et à la banque Molson. William s'intéresse au transport maritime et deviendra président de la banque. Quant à Thomas, il se concentre sur les activités de la distillerie. La maison Molson fut la première à exporter des spiritueux de fabrication canadienne en Angleterre. Elle fut le plus important distillateur au Canada pendant plus d'un demi-siècle. Puis, les Molson ferment la distillerie. Les Molson ferment la distillerie dans les années 1860. Pourquoi ont-ils fermé? Il n'y a pas de documents précis qui le disent exactement. Ce qu'on sait, c'est qu'à cette époque, les mouvements pour la tempérance, ce sont des mouvements religieux très très forts qui favorisent la prohibition totale. Ça a commencé aux États-Unis, ça se poursuit au Canada. C'est très fort dans les pays protestants, plus que dans les pays catholiques. Mais ici, c'est très fort. Et il y a un petit document, à un moment donné, un petit document où Thomas Molson a transcrit les mots d'un curé, d'un pasteur qui a dénoncé Thomas Molson. C'est marqué Thomas Molson, parce que Thomas Molson avait introduit une secte religieuse à Montréal. Une secte liée aux méthodistes, la Duchess of Huntingdon's Connection. C'est une secte religieuse. Et Thomas avait son église et il avait son collège pour former le clergé de cette église. Et sur ce petit papier, c'est marqué Thomas Molson, qui a une église et un collège for salvation, mais une distillerie for damnation. 100 ans après sa fondation, le volume de production de la brasserie avait augmenté de 175 fois. Mais ses ventes après taxes généraient les mêmes profits que la première exploitation, 26 cents par gallon. Aujourd'hui, Molson est toujours la plus importante brasserie canadienne. Depuis 1866, la société Jack Daniels n'employait que
6 maîtres distillateurs. La satisfaction au travail n'a jamais été un problème. Le whisky du Tennessee, Jack Daniels. L'histoire ne révèle pas toujours son vrai visage. De nombreux faits restent cachés, camouflés ou oubliés. Il faut approfondir, explorer et dévoiler leur face cachée. Et c'est là que l'on découvre la vérité. La face cachée de l'histoire, mardi 21h sur Historia. Vous souvenez-vous de Laura, de Caroline, de Mary, de Charles et de tout l'entourage des Ingalls? En grande primeur et en exclusivité, vidéocassette ou DVD, voici La Petite Maison dans la Prairie. Et Ma Vision Directe est fière de lancer 2 superbes coffrets collection regroupant toutes les émissions spéciales de 2 heures de La Petite Maison dans la Prairie. Commandez maintenant le coffret des années 70 pour seulement 4 paiements faciles de 29,98 $ et recevez gratuitement cet album photo inédit. Collection spéciale et album photo gratuit non disponible en magasin. Éducalcool vous rappelle que la modération a bien meilleur goût. C'est censé être drôle? Dessiné pour l'aventure dans la vraie vie, voici le tout nouveau et plus puissant CR-V de Honda. Wow! Notre agent a mis notre maison sur Internet. Puis l'adresse aussi. C'est pratiquement juste la capitale qui fait ça. Tiens, on a déjà des visiteurs. Avec les garanties que l'agent de la capitale offre, on va la vendre rapidement. La capitale vendue, la capitale vendue. Si les Molson ont abandonné la distillerie, d'autres vont s'y investir avec talent et se bâtir des empires. Quelques années avant le début du 20e, en 1898, à Berthierville, la distillerie Melchers, ce sont des Hollandais d'origine qui sont établis à Berthierville pour fabriquer et distiller des produits alcoolisés, beaucoup basés pour eux sur le gros gin qu'on appelle au Québec, le Genièvre, le Geneva Gin, Genever comme eux disent en Hollande. Donc ils sont établis à Berthierville et puis à partir de 1898, on fait de la distillation de ces produits-là et graduellement avec les années, on fabriquait également et du whisky canadien et de la vodka et des dry gin comme le marché le demandait. À partir de la fin du 19e siècle, les entreprises de distillation vont surtout s'établir à l'ouest du Québec pour se rapprocher des nouveaux marchés et des sources d'approvisionnement en céréales. La demande venait beaucoup de, encore une fois, le centre du Canada, l'Ontario. Donc, il y a eu plusieurs usines de distillerie, de distillation qui sont établies en Ontario. On parle des Weiser, on parle de la maison Seagram et Walker et Corby sont des distillateurs de l'Ontario, du Haut-Canada pour la période mentionnée. Au début du XXe siècle, les campagnes de tempérance atteignent leur point culminant avec la montée du mouvement prohibitionniste. Les États-Unis, puis les autres provinces canadiennes ferment le robinet de l'alcool. Il y en a qui veulent des boissons alcooliques, il y en a qui ne veulent pas de boissons alcooliques. On va faire en sorte que ceux qui en veulent puissent
s'en procurer, mais sans sombrer dans les excès que dénoncent les lignes de tempérance. Le Québec adopte la loi sur les liqueurs alcooliques en 1921. Cette loi crée un monopole d'État responsable de la vente des vins et spiritueux. Il n'y a pas eu de mouvements commerciaux anti-prise en charge de la société. Au contraire, ces commerçants ont essayé plutôt de se glisser comme intermédiaire entre des fournisseurs étrangers et la commission des liqueurs. Au début, les distillateurs n'étaient pas très heureux parce que finalement, ils vendaient pas mal le prix qu'ils voulaient, à quiconque voulait, et puis déclaraient ce qu'ils voulaient. C'était parmi tant d'autres choses un lien qui nous permettait d'opérer d'une façon sûrement légale, mais aussi d'une façon professionnelle. Ils voyaient un grand intérêt parce que leur client était un client solvable, assuré et sans problème. Ils vendaient à l'État québécois, à la Commission des liqueurs. Et en même temps que ces installations étaient légales ici, la loi leur permettait de vendre ailleurs aussi. Et ailleurs, c'était les États-Unis sous prohibition. Une bonne dizaine de distilleries viennent s'établir au Québec, le seul oasis en Amérique, le seul endroit où l'on peut produire et vendre de l'alcool. Parmi celles-ci, la distillerie Seagram. Et là, M. Brafman a décidé de faire ça ici parce qu'il s'entendait bien avec l'esprit francophone. Parce que les gens étant contre la prohibition, ils voyaient que c'était assez permissif ici. Donc, ils pouvaient faire des produits et les vendre. Et au début, naturellement, ils vendaient vers l'est du pays, qui tombaient dans des bateaux, et les bateaux disparaissaient où ils allaient. Ça, je laisse votre imagination penser que ça allait peut-être au sud. Entre 1921 et 1923, les actions des 4 principales sociétés canadiennes de production de boissons alcooliques augmentent de 315% à la Bourse des valeurs. C'est que lui bâtissait des réserves. Étant donné qu'il était très près des États-Unis, il connaissait assez de monde là-bas qu'un jour, il était pour savoir que la prohibition était pour disparaître aux États-Unis. Et lorsqu'on parle de whisky canadien, il faut les faire vieillir minimum de 3 ans. Et puis, lorsqu'on parle d'un peu de qualité, on parle d'un whisky de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et lui se bâtissait des stocks, des inventaires incroyables. Lorsqu'il y a eu l'ouverture aux États-Unis, il y avait déjà 4 à 5 années de stock en inventaire prêts à exporter. Eux ont été de loin ceux qui étaient les plus prêts de fournir le marché américain. On croit parfois qu'un empire familial, comme celui que John Molson a créé au 18e siècle, ça pourrait pas se créer au 20e siècle, avec toutes les lois et les contrôles en vigueur. Erreur. L'empire de la famille Bronfman est justement né au 20e siècle d'une loi et d'un contrôle, la prohibition américaine. Et là, on se parle d'un empire, mettez de la broche après vos trucs. Fondée en 1924 par Samuel Bronfman, la Distillers Corporation Limited acquiert en 1928 la Seagram. 1933. Sam Bronfman, ça vient de l'Ouest canadien, Brandon, au départ. Et par la suite, ils ont vécu, disons, au Manitoba, Winnipeg, des choses. La famille avait des hôtels. Et les hôtels, naturellement, ils se sont aperçus que le bout des chambres, c'est pas très payant. Donc, ils avaient de la restauration ainsi que des bars. Et les bars, naturellement, vendaient de la boisson. Et autrefois, il n'y avait pas de monopole comme aujourd'hui. Ils vendaient de la boisson par le courrier également. Donc, ils se sont aperçus que vendre par le courrier, c'était aussi payant qu'avoir un bar. Et moins d'employés, des choses semblables. Il y avait cette vision, cette facilité de voir des choses que les autres ne voyaient pas. Et c'est là, comme ça que lui a décidé de faire un whisky canadien qui s'appelle le Rye Whisky, comparé à un Scotch qui est totalement différent. Il a acheté le premier Rye Whisky, il a acheté de la maison Seagram, qui était le Rye 83, de la famille Seagram de Kitchener-Waterloo, qui eux étaient en mauvaise posture financière. Lui a décidé, je vais acheter la recette et j'achète le nom. Il a tout transféré ça ici à Villassal. 1949,
Acquisition de la Chivas Brothers Limited, fabricant de whisky. 1952. Acquisition des sociétés françaises G.H. Mumm et compagnie, de même que... C'est au cours des 50 dernières années que la famille Bronfman a été dans le domaine de la distillation au Canada et aux États-Unis et à travers le monde ont acheté des vignobles en plus. 1954. Acquisition de Barton et Gastier, fabricant de vin. 1955. Édification d'un bureau-chef à New York. Et après ça, ils sont diversifiés également dans pétrole, l'huile et le pétrole. Revente des propriétés de la Texas Pacific au montant de 2,3 milliards. Bon. 1981. Acquisition pour... diversifié dans DuPont, la compagnie de produits chimiques DuPont. 1995. Revente de part de Seagram à DuPont pour un montant de 7,7 milliards. Acquisition de 80% de Universal Studios. Donc, la famille Bronfman n'a pas resté sous ses lauriers à partir du Manitoba. Ils se sont expansionnés à travers le monde. Et toujours en 1999, le film Erin Brockovich de Universal Studios est le premier film de l'année à atteindre les 100 millions au box-office. Bravo, 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 bravo! Et pour ceux qui aiment bien répéter que l'empire de la famille Bronfman s'est initialement bâti sur le commerce illicite de l'alcool pendant la Prohibition, rappelons qu'il était effectivement illicite pour un Américain d'en acheter, mais qu'au Québec, il était entièrement légal d'en fabriquer et d'en vendre. Ce n'est pas tous les jours que des Français se trouvent à rivaliser avec des mastodontes américains. Il régnait donc une certaine effervescence lors de l'annonce par Vivendi et Canal+, de leur fusion avec Seagram pour créer un des premiers poids lourds de la communication au monde. Mais avec Seagram, Vivendi acquiert aussi une légende, le premier producteur mondial d'alcool, un patrimoine familial établi dans les années 20 par Samuel Bronfman à Montréal. Mais cela n'a pas été facile, même si Edgar Bronfman Jr., qui va ainsi jusqu'au bout de sa passion pour le show business, affirme qu'il a agi dans les intérêts de ses actionnaires. Today is my father's birthday, and I don't think I can think of any present that I could... C'est aujourd'hui l'anniversaire de mon père, a-t-il dit. Je ne pouvais lui faire un plus beau cadeau que celle de notre participation à ce groupe extraordinaire. Seagram perd son identité, mais Edgar Bronfman Jr. deviendra le vice-président de Vivendi Universal et sa famille le premier actionnaire du nouvel ensemble. De plus, Seagram ne cède pas son nom à n'importe quel prix, puisqu'elle triple ses actifs dans le domaine du divertissement à près de 50 milliards de dollars. L'empire des Bronfman est aujourd'hui démantelé et la distillerie de Ville-la-Salle a cessé ses opérations en 1984. Au cours des 15-20 dernières années, il y a eu 4 fermetures d'usines, de sites de distillation au Québec. Donc, on peut dire que oui, il y a eu un déclin majeur du nombre de distilleries au Québec. Et on peut parler maintenant qu'il n'y a qu'une seule distillerie au Québec. C'est la distillerie Shanley à Valleyfield. La société Jack Daniels n'employait que 6 maîtres distillateurs. La satisfaction au travail n'a jamais été un problème. Le whisky du Tennessee, Jack Daniels. Une autre affaire compliquée, tiens, l'Internet. Ces affaires-là, moi je suis complètement nulle. Insérez le CD AOL gratuit et en quelques clics de souris, vous êtes en ligne. Bon, j'ai le temps d'aller me chercher un jus d'orange. Oh wow, ça se fait tout seul. Plus de 30 millions de gens dans le monde ont choisi la
brisées. Des révélations sur les affaires judiciaires qui vous ont marqué. Percez les intrigues de mondes fascinants. Analysez l'information. Comprenez les enjeux. Vivez une nouvelle programmation électrisante. Renouvelez votre conception du monde. Un monde de découverte. Canal D. Avez-vous l'impression de jouer à la roulette russe lorsque vous utilisez votre téléphone cellulaire tout en conduisant? Procurez-vous le Copilot Speaker Pro, un système main libre pour téléphone cellulaire qui transmet la voix de votre interlocuteur par les haut-parleurs de votre voiture. Assure-toi de transmettre les documents à Charles. Le Copilot Speaker Pro s'installe en un clin d'œil et convient à tous les modèles de téléphone cellulaire. Vous n'avez qu'à le brancher dans l'allume-cigarette du tableau de bord, puis à programmer un bouton de votre autoradio au 96.1 FM. Lorsque vous recevez un appel, il suffit d'appuyer sur ce bouton pour communiquer en mode main libre. Ils sont au 1355 Riverside, d'accord? Vous avez deux voitures? Le Copilot peut passer facilement d'une voiture à l'autre et il ne coûte que 49,95 $. Appelez dès maintenant et obtenez gratuitement l'amplificateur d'antenne Microcharge. Collez-le tout simplement à l'intérieur de votre téléphone cellulaire et profitez d'une meilleure intensité de signal. N'attendez plus, commandez dès maintenant. Commandez votre système main libre pour téléphone cellulaire et recevez gratuitement votre amplificateur d'antenne pour seulement 49,95 $. Composez le numéro apparaissant à l'écran ou envoyez un chèque ou mandat. Cette offre est d'une durée limitée, alors n'attendez pas. Commandez maintenant. Tout comme les distilleries, la plupart des brasseries existantes au début du XXe siècle fermeront leurs portes ou feront l'objet d'acquisitions et de fusions par des concurrents plus gros. Au début du XXe siècle, on a en 1909 un monsieur qui s'appelle Andrew James Dowse, qui est le directeur de la brasserie Dowse Black Horse à la Chine, qui cherche à réduire les coûts de production. Chacun de son côté n'arrive pas à avoir les meilleurs prix pour les ressources à acheter qui sont nécessaires à leur établissement. Alors, les gens se regroupent parce qu'ils pensent, en étant plus nombreux, ils vont pouvoir acheter à meilleur prix, conclure des meilleures affaires. On décide qu'on va former une compagnie par action, en fait, qu'on va partager des actions entre différents actionnaires, les propriétaires de l'entreprise. Et puis, ça va être divisé parmi différents propriétaires des brasseries qui vont se joindre au consortium de National Breweries. Le consortium rachetait les brasseries puis les fermait, ou bien soit qu'ils les incorporaient puis qu'ils faisaient... Bon, puis ça a été vraiment le début de la fin pour les petites brasseries. Ce consortium-là va exister jusqu'en 1952, officiellement, parce qu'en 1951, ce qui se passe, il commence à avoir un monsieur qui s'appelle E.P. Taylor, qui est à la tête d'un consortium de brasseries inspiré de National Breweries, mais du côté de l'Ontario, qui a fait des fusions de brasseries comme ça aussi, et qui veut mettre la main sur National Breweries. Lui, il veut poursuivre son rêve de nationalisation de brasseries. Sa brasserie s'appelle Canadian Breweries, donc il veut voir ça à l'échelle d'un bout à l'autre du continent. Et puis, il prend le contrôle de National Breweries en 1952 et décide de changer le nom de la brasserie pour la brasserie d'Or. En 1956, il y a un joueur qui est Labatt qui installe une usine de production de bière à Ville-la-Salle. La brasserie Labatt est déjà propriétaire d'un entrepôt de livraison à partir de 1878 à Ville-de-la-Salle. Donc, ils sont déjà présents là, mais là, ils font construire vraiment une brasserie. Donc, on a un joueur qui vient de plus. Puis, Canada. Qu'on avait la brasserie d'Or. D'Or, les maîtres brasseurs du Québec. On a la brasserie O'Keeffe. Aujourd'hui, c'est O'Keeffe. La brasserie Molson. Il n'y a pas d'erreur. Molson, c'est la meilleure. Lentement mais sûrement, les activités se concentreront entre les mains d'une poignée de gros joueurs seulement, dont la brasserie Dow. Cette concentration ne met cependant pas les géants à l'abri des difficultés. En 1966, il arrive un événement malheureux que tout le monde connaît, ou à peu près. Là. Bon, il y a eu certains décès. On a été obligé de cesser complètement les opérations. Et en 1970, on a commencé la démolition des bâtiments parce qu'il n'y avait plus rien qui se faisait. Alors, la dernière brasserie industrielle était morte à Québec. Ah ben, Boswell!
l'épopée de la bière au Québec ne date que de quelques années, notamment avec l'achat de la brasserie Dow par la brasserie O'Keeffe en 1974, la fusion des brasseries Molson et O'Keeffe en 1989 et l'achat de la brasserie Labatt par le géant mondial Interbrew en 1996. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont respecté le plan d'affaires, respecté l'historique de Labatt et actuellement, on s'aperçoit que ces gens-là avaient raison. Interbrew est le deuxième plus gros brasseur au monde maintenant. Ce sont leurs ministres qui ont paraphé le texte final et presque traduit en 3 langues de l'accord. Il n'entrera en vigueur qu'en 1994, après ratification par les parlements. Le libre-échange va lui aussi modifier plusieurs règles relatives à la vente d'alcool. Désormais, les bières importées ont accès à nos tablettes. Pour préserver leur marché, les grands brasseurs vont faire des alliances avec des brasseurs étrangers. Labatt brasse Budweiser sous licence. Au lieu de l'importer des États-Unis, c'était là aussi une grande première parce que la fabrication se faisait à Ville-la-Salle. Je crois qu'ils essaient d'éviter que d'autres personnes, un multinational, un Budweiser ou un Carlsberg, arrivent avec ces produits-là pour les distribuer sur leur territoire. On a été imité par, si je me souviens bien, par Miller. Donc, c'était O'Keeffe à l'époque qui produisait cette marque de bière-là et le reste ont été suivis aussi par d'autres brasseurs. Si en 89, les 3 grandes brasseries qu'ils étaient à ce moment-là occupaient 99% du marché, maintenant on croit que les produits de ces 2 qui restent représentent à peu près 90% du marché. Donc il y a 10% de marché qui s'est libéré pour aller vers des bières importées, des microbrasseries et des bières venant d'autres provinces. Parce qu'une part de marché, les gens payent des millions pour s'arracher des parts de marché des gros brasseurs. Les grands brasseurs voyant en quelque sorte une perte de marché s'accumuler par les petites brasseries, qui au total avaient presque 4% du marché au total Unibrew des autres petites brasseries, voyant un petit peu ces choses-là, peut-être puisqu'on n'est pas capable de le faire ou puisqu'on n'a pas la crédibilité de le faire, donc de distribuer une bière artisanale fabriquée par un industriel, on n'aura aucune crédibilité, donc il est peut-être préférable d'importer des bières pour pouvoir faire concurrence aux petites brasseries. On a eu des nouvelles marques de bières qui sont vendues par le biais de Olin, qui est une filiale de Labatt, et des produits d'Interbrew qui viennent de la Belgique, dont la Stella Artois, la Leffe, la Hoegaarden. Molson, elle, va plutôt faire un partenariat de distribution et va même essayer d'utiliser les images. Comme exemple, à Ricker's Red ou à Ricker's Gold sont des bières de microbrasseries de l'Ouest qui sont maintenant brassées à Montréal et qui sont distribuées à Montréal. La recette n'est plus la même, mais le nom reste le même et on veut atteindre le même marché. Donc là, on veut encore là, avec Ricker's Gold, endiguer la croissance des microbrasseries. Ça fait des années qu'Interbrew fabrique de la bière. Ils sont en affaires depuis 1366. Donc, c'est certain que l'avenue de ces bières-là au Québec a probablement déstabilisé ou pourront peut-être même déstabiliser les microbrasseurs. Les grands brasseurs voient qu'il y a une niche, les gens sont de plus en plus intéressés à des bières différentes. Ils cherchent à les distribuer eux-mêmes au lieu de voir des géants débarquer ici. La guerre des tablettes qui existe actuellement et qui existe depuis, honnêtement, l'arrivée des bières étrangères comme la Corona, pour ne pas la nommer, la Heineken, qui sont distribuées. Et s'il avait été distribué par les propres brasseurs qui fabriquent ces bières-là, on n'a pas eu tellement de problèmes. C'est sûr que pour nous autres, ça nous affecte parce qu'une machine comme un Labatt Interbrew ou un Molson qui arrive avec un produit importé qui s'adresse à notre clientèle, qui est dans notre niche à peu près, mais qui arrive avec des gros sous de Labatt de Molson, c'est ceux qui ont des moyens de s'acheter ces espaces tablettes-là, faire les promotions que nous, on n'a pas les moyens de faire. Durant les 20 dernières années, la valeur des ventes des boissons alcoolisées a triplé pour dépasser les 3 milliards de dollars et le marché de l'alcool est toujours en progression. À qui, dans l'avenir, ce gigantesque marché profitera-t-il? Le jour où tu as trouvé la manière de vendre de l'alcool, c'est là que tu te
acheté. Drôle pareil. Les histoires d'alcool vous a été présenté par Jack Daniels, le whisky du Tennessee. Personne ne fait du whisky comme Jack Daniels.